Le jour s'achève. Sur la savane, c'est comme un incendie qui s'éteint lentement. Affalés sur le sol encore brûlant, les animaux goûtent cet instant où la température s'abaisse, où l'humidité de l'air s'exprime davantage, où le ciel cesse de les éblouir. Nous sommes en Afrique du Sud, dans la réserve de Londolozie, au nord-est du pays. Tout devient rouge. Bientôt, les formes et les couleurs du monde s'aboliront. Un autre monde apparaîtra, qu'on appelle la nuit. De ce monde, où nous nous retrouvons frappés de cécité, nous ne savons presque rien. Dans l'écosystème de la nuit, l'homme est un intrus. Son évolution l'a destiné à occuper une autre zone du temps. Alors quand il veut contempler la pénombre, il l'éclaire, et il n'y a plus de pénombre. À la moindre lueur, les animaux de la savane changent leurs habitudes. Le touriste de passage ne saura donc rien de leur véritable comportement nocturne. La lumière blesse ces animaux effarouchés, mal adaptés à la nuit. À l'inverse des félins nocturnes, aucune surface réfléchissante n'empêche les rayons lumineux d'agresser leur nerf optique. À vrai dire, certains seigneurs de la savane, tels que le rhinocéros ou le lion, ne bouleversent guère leur mode de vie quand le jour n'est plus là. L'existence des lycaons, en revanche, devient frénétique au crépuscule. Pour d'autres animaux, tels que la girafe, le léopard ou le babouin, la nuit est le moment des sortilèges, l'instant où se côtoient le péril et la paix. L'hippopotame, la grenouille arboricole ou certains termites sont des animaux Dracula, au corps dépourvu de protection contre les rayons lumineux. La hyène brune, le pangolin ou le ratel ont fait de la nuit leur royaume. Ils y croisent parfois le discret galago ou la mangouste à queue blanche. La pénombre est leur asile, leur territoire, leur univers. L'appel du lion rend les herbivores méfiants. Il est 6 heures, l'heure où tout se brouille. Au-delà de cette limite, la vigilance est recommandée. Pour rendre visibles les véritables comportements nocturnes de la faune, ce film a été réalisé avec des moyens militaires. Les animaux seront filmés dans la pénombre sans s'en rendre compte. De nuit en nuit, nous tenterons d'aller vers le noir absolu, s'il existe. Le voyage commence cependant à la pleine lune, quand nos yeux suffisent encore à percevoir la réalité. Le caméléon de mœurs diurnes se dirige vers une branche au feuillage touffu dans lesquels il se fondra pour passer la nuit. Le soir est un carrefour. Les prédateurs nocturnes y croisent souvent des animaux diurnes qui retournent vers leur abri. Ce soir-là, un serpent arboricole d'Afrique rencontra un serval. Le serval, qui se tient à distance, cherche à assommer le serpent. C'est le seul moyen de le neutraliser, car le reptile, aussi appelé boomslang, produit un venin très toxique qu'il injecte à ses victimes par des coups de crochet répétés, assénés comme des coups de couteau.
Le serval chasse aussi le jour, bien qu'avec un moindre succès. Il se sert de ses pattes, mal adaptées à la vitesse, pour bondir sur ses proies, souvent des rongeurs que son ouïe exceptionnelle lui permet d'entendre même dans leur terrier. La fraîcheur de la nuit engourdit le serpent arboricole, qui est un animal à sang froid. Sous les yeux du serval dépité, le reptile s'enroulera sur une branche pour y attendre le retour du soleil. La pleine lune est favorable au grand-duc africain. Comme d'autres chouettes et hiboux, cet animal vivait jadis le jour. Pourchassé par des oiseaux de proie plus grands que lui, il s'adapta à la nuit autant qu'il le put, c'est-à-dire à ses mâles. Ses yeux de couleur orange ne lui rendent pas de grands services. Leur acuité est à peine supérieure à celle du regard humain. C'est à la pleine lune, bon compromis entre ses origines diurnes et sa médiocre adaptation à la nuit, que le grand-duc africain part en chasse. Ses oreilles sont placées sur le côté, à 2 hauteurs différentes, ce qui élargit le spectre sonore perçu. Le plumage des ailes amortit les bruits de battement. L'ouïe se mobilise ainsi sur les seuls sons émis par la proie. Contrairement au grand-duc africain, le léopard n'aime que la nuit profonde, seul propice à sa stratégie de chasse à l'affût. La discrétion lui est indispensable. C'est pourquoi à la pleine lune, il paraisse sur sa branche en attendant que l'astre veuille bien décliner. Le couinement des lycaons alerte les herbivores qui paissent dans la savane ouverte. Théoriquement, ces féroces carnassiers ne chassent qu'au crépuscule, mais la pleine lune prolonge leur temps d'activité. L'air est chargé d'odeurs qui excitent les prédateurs. Les lycaons, des canidés en voie de disparition, chassent en meute et doivent communiquer pour se coordonner. De tous les carnivores, ils sont ceux dont le répertoire vocal est le plus varié. Ils ont besoin de repérer leur proie et de s'identifier visuellement, ce que leurs yeux ne leur permettent pas s'il fait trop sombre. La pleine lune provoque l'exubérance sociale des lycaons. Les comportements rituels se multiplient. Cependant, il suffira qu'un nuage voile la lune pour les perturber. À l'inverse, l'obscurité temporaire donne toutes ses chances au léopard, qui a besoin de discrétion. Ce léopard mâle a flairé une piste. Une femelle s'approche. Elle est en période de reproduction, c'est pourquoi les 2 félins se côtoient depuis 2 jours. Au moment où le mâle s'apprête à sauter sur sa proie, il remarque la présence d'une concurrente. Plus petite, plus rapide, celle-ci s'approprie le butin. La proie est un daman, petit mammifère ongulé à qui la lueur de la lune avait inspiré trop de confiance. Le mâle, frustré, s'accommodera de son échec. La perspective d'un accouplement éveille son indulgence. Les lycaons ont capturé un impala. Leurs chasses sont couronnées de succès dans 85% des cas. La liesse du festin les rend hystériques. Le groupe, constitué d'une dizaine de mâles et de jeunes femelles, est structuré autour d'un couple reproducteur. Contrairement aux apparences,
Le festin se déroule selon un véritable protocole. Les animaux dominants ont la prééminence, tandis que les très jeunes et les plus faibles peuvent éventuellement obtenir un coupe-fil s'ils adoptent une posture de supplication. C'est le jeu, après le repas, qui permet aux jeunes d'apprendre la vie en société. Ils s'y adonneront tout au long de la nuit claire, la seule qu'ils puissent traverser sans perdre leur point de repère. Plus tard, viendront les nuits obscures, qui leur sont interdites. Le matin rendra à la savane une meute de lycaons fatigués, repus de chair et de jeu. Le soleil s'élèvera peu à peu dans le ciel. Sous le regard du léopard ensommeillé, s'éveilleront peu à peu les animaux du jour. La peau des hippopotames est si sensible aux rayons solaires et à la déshydratation qu'ils passeront toute la journée dans l'eau, non loin d'un troupeau de buffles. Les géants du fleuve, magnifiquement adaptés à la vie aquatique, passeront l'essentiel de la journée à dormir. On pense qu'ils continuent de le faire sous l'eau et même quand ils remontent à la surface pour respirer. Quand vient le soir, il arrive que les girafes mâles affrontent leurs rivaux en un ballet souvent gracieux, parfois violent. Le but est de faire souffrir l'adversaire, tout en gardant soi-même la tête le plus haut possible. Plusieurs jours ont passé dévorant une partie de la Lune. Bien que les caméras haute définition avec lesquelles ce film a été tourné puissent capter de basses lumières, un complément d'éclairage devient nécessaire. Des ballons lumineux de 2 mètres de diamètre ont été mis en place chaque nuit jusqu'à ce que les animaux s'y habituent. Certains fournissent une lumière blanche, d'autres une lueur plus chaude. Combinés, ils reconstituent la pâle clarté de la Lune. De plus, perché à 10 mètres de haut, le dispositif se fait oublier, car observer le ciel est le propre de l'homme. Les animaux, eux, ne regardent pas vers le haut. Ils confondront cette lumière avec celle de la Lune. À la fourche d'une branche, une femelle léopard a déposé sa proie d'une nuit précédente. Ainsi font les princes de la nuit, qui se constituent des gardes-manger vers lesquels ils reviennent quand la faim les prend. Un mâle malchanceux continue de rôder dans les parages. En demeurant sous les branches, le mâle espère recueillir quelques fragments de chair ou de boyaux qui apaiseront son envie. La nuit est sombre. Chez les léopards, plus complète est l'obscurité, plus fructueuse la chasse. Le mâle a repéré, semblable à une branche monstrueuse qui aurait poussé du tronc, un rameau comestible.
c'est une patte que la chasseresse a sectionnée après en avoir ôté les chairs. Repue, la femelle se prépare à abandonner temporairement son trésor conformément à son habitude. Promesse ou avertissement, nul ne saura ce que signifient les grognements échangés entre les deux congénères. La femelle semble tolérer que ce profiteur prélève sa part sur ce repas qui ne lui a coûté aucun effort. Quand il sera rassasié à son tour, il la rejoindra. Ainsi qu'il est de règle chez les léopards, la copulation sera rapide, plus fugace qu'un éclair dans le ciel. Les images qui suivent paraissent banales, elles sont pourtant exceptionnelles. Il est théoriquement impossible d'observer des girafes pendant leur sommeil nocturne. L'animal est l'un des plus craintifs et se réveille à la moindre lueur artificielle, au moindre bruit. Ici, les girafes ont été habituées à une lumière qu'elles confondent avec celle de la lune. En outre, la plupart de ces images ont été prises sans présence humaine, grâce à des caméras télécommandées. Ces girafes, couchées, les yeux ouverts, dorment de leur sommeil le plus lourd. Les scientifiques qui ont étudié les girafes lors de ce tournage ont confirmé qu'elles dormaient moins de 2 heures sur 24 heures. Leur sommeil paradoxal, c'est-à-dire la phase la plus profonde du sommeil qui se caractérise chez l'homme par l'arrivée des rêves, ne se produit qu'en phase de 1 à 6 minutes. C'est alors seulement qu'il peut leur arriver de se coucher. Pendant le sommeil paradoxal, l'activité électrique du cerveau ressemble à celle de la veille active, ce qui explique qu'une girafe endormie puisse continuer de produire des mouvements de mastication automatiques. Cette phase est si fugitive que peu de biologistes ont eu l'occasion de l'observer dans les conditions créées ici. Sur sa branche, une pintade s'endort, elle aussi. Mais d'un sommeil plus durable. Elle fait partie de ces oiseaux diurnes dont les incursions dans la nuit ne durent guère. Et il en est de même, mais on le sait moins, de certaines chouettes que l'on croit à tort oiseaux de nuit. Reconnaissables à leurs yeux orange, certaines d'entre elles renoncent à se tenir éveillées quand la lune a trop régressé. Les lunes artificielles révèlent cette nuit-là que la fragilité de leur sommeil n'a pas prémuni les girafes contre la vigueur des lions. Un jeune animal a été tué. C'était un girafon de 4 mois. S'il existait une image du désarroi absolu, ce serait celle-là. La mère du girafon assiste au repas des félins. Cette chose vivante qu'elle a sentie palpiter au creux de ses flancs pendant 15 mois, ce ne peut être cet amas de chair morte. La girafe semble s'interroger.
Elle s'en ira plus loin chercher encore ce bébé que la savane lui a volé. Ce qui va suivre sera filmé sans aucun éclairage directement perceptible. Des projecteurs sont d'abord allumés. En dépit des apparences, leur rayonnement n'est pas vert, mais infrarouge. La fréquence de leur lumière se situe en dehors du spectre que notre œil peut percevoir. Les caméras infrarouges prennent le relais des caméras haute définition. C'est ainsi que nous pourrons nous introduire dans l'intimité d'un des animaux les plus dangereux de la savane, l'hippopotame. En effet, la caméra infrarouge qui amplifie les particules de lumière résiduelles nous permettra de rester d'une totale discrétion. Grâce à ce dispositif, un phénomène rarement observé va nous apparaître, la schizophrénie sociale des hippopotames. Mais reprenons la situation à son point de départ. Peut-être pour protéger leurs jeunes des crocodiles, les hippopotames ont passé la journée tassés les uns contre les autres. Aucun autre ongulé n'accepte un tel contact corporel avec ses congénères. Des précurseurs s'avancent vers la berge. La nuit est désormais assez obscure pour que le troupeau se dirige vers les prairies où chaque individu broutera plus de 40 kilos d'herbe. C'est alors que s'accomplit la métamorphose sociale des hippopotames. À terre, ils ont moins de prédateurs à redouter. Grégaires le jour, ils deviennent farouchement solitaires la nuit. Si un jeune s'approche d'un grand mâle, il risque de se faire tuer. Un homme subirait le même sort. Les hippopotames peuvent courir à 30 km/h et sont les premiers responsables des accidents mortels en Afrique. Soudain, un hippopotame détecte par son odeur un opérateur caméra à proximité qu'il ne peut voir dans une telle obscurité. Un congénère qui s'approche brouille les odeurs. L'animal reprend son repas comme si rien ne s'était produit. Piètre terrassier, la mangouste à queue blanche est à la recherche d'un nouveau terrier. Mais il ne faut pas jeter son dévolu sur le premier abri venu. Celle-ci, par exemple, vient de se faire blesser à la patte par une autre mangouste qui occupait déjà la place. Avec circonspection, elle inspecte une nouvelle demeure qui semble bien, elle, inhabitée. De toutes les mangoustes, la mangouste à queue blanche est la plus spécifiquement nocturne. Elle mène une existence solitaire et ne tolère pas que ses congénères s'introduisent sur son territoire. Une odeur attire l'attention de l'animal que sa blessure a probablement empêché de se nourrir récemment. Une souris, sans doute, trottine à proximité. Mais la mangouste handicapée ne parviendra pas cette nuit-là à l'attraper d'un coup de patte. Un autre soir, une autre nuit. La lune amoindrie ne brille plus que d'un quartier. Un python de séba encore actif recherche une proie à avaler. Il fait partie des espèces de serpents dotés de fossettes thermosensibles grâce auxquelles il capte la chaleur de ses proies. Pour visualiser sa perception, nous utiliserons une caméra thermique qui fonctionne sur le même principe. Chez le python, l'organe thermosensible est situé dans les écailles proches de la bouche. Il est sensible à des variations de température de 0,2 degrés. C'est comme si le reptile disposait d'une vision supplémentaire grâce à laquelle il repère les petits animaux à sang chaud dont il se nourrit.
facilement tout au long du tube digestif, le serpent ne peut avaler ses proies que dans le sens du poil. Il utilise ses 6 rangées de petites dents pour placer le rongeur dans la bonne position. C'est aussi une caméra thermique qui nous permettra de filmer une phase brève mais essentielle de la vie des babouins. L'un de ces moments où rien ne se produirait si une lumière artificielle trahissait une présence humaine. Une troupe de babouins chaque mât se met en place pour la nuit. C'est une chorégraphie précise et méticuleuse qui se déroule dans une tension particulière. Les animaux les plus jeunes et les plus fragiles doivent trouver place dans les branches les plus élevées, surveillés par les femelles. Les babouins de rang subalterne se retrouvent à mi-hauteur. Sur la branche la plus basse se tient le leader du groupe. L'ordonnancement est celui d'une armée. Les combattants sont en première ligne en cas d'attaque. Tout ce rituel s'interromprait immédiatement si un intrus se présentait ou si un rayon lumineux intempestif éclairait la scène. Peu à peu, les babouins s'endorment. Le groupe est installé, le moment de tension est passé. Nous décidons de mettre en place une lumière lunaire artificielle. Il est peu probable à ce stade, qui est déjà celui du sommeil, que le comportement de la colonie en sera affecté. Le sommeil des babouins est à la fois profond et agité. Rien de notable ne se produira plus aussi longtemps que le bruissement des herbes sèches ou des branchages ne dénoncera pas l'arrivée d'un prédateur. La caméra thermique permet de distinguer des animaux même derrière un rideau de feuillage. Toujours sous tension depuis le coucher des babouins, elle détecte soudain un petit cœur qui bat derrière le linceul de la nuit. C'est un galago, petit primate de la taille d'un paquet de cigarettes, impossible à repérer dans la pénombre sans un tel dispositif. Une fois l'animal repéré, nous recréons une lumière lunaire. Les organes sensoriels du galago se sont adaptés à la nuit. Ses oreilles peuvent bouger indépendamment l'une de l'autre pour capter le moindre bruit. Sa rétine est exceptionnellement riche en bâtonnets, cellules sensibles à la lumière, et pauvre en cônes, cellules sensibles à la couleur. Il en résulte que le galago voit probablement en noir et blanc, mais il peut distinguer des détails à près de 30 mètres à la seule lueur des astres. Le moindre frémissement des herbes attire l'attention du galago. Ce cousin des lémuriens de Madagascar peut visiter jusqu'à 500 arbres par nuit. Il retrouve son chemin grâce au marquage olfactif qu'il réalise en urinant régulièrement sur ses pattes. Parfois, le passage d'un galago réveille un grand-duc africain qui sera incapable de le distinguer dans l'ombre. Le galago ne passe au sol que 15 minutes par heure. Il y recherche des sauterelles ou les arthropodes dont il est friand. Mais ce soir-là, il ne fera dans les herbes qu'une maigre moisson. Un papillon de nuit constituera son premier festin. Comme toujours, le galago saisit sa proie des 2 mains. Au moment de la capture, il a pris soin de fermer ses yeux et d'aplatir ses oreilles pour protéger les uns et les autres. La lueur de la lune trahit à peine la présence d'un troupeau d'impala, l'une des gazelles les plus communes de la savane.
seul un dispositif infrarouge permet de révéler la parfaite organisation nocturne du groupe. Dans la nature, le sommeil est le luxe des forts. Les prédateurs dorment, les proies somnolent. C'est toute la différence. Chez les impalas, ceux qui somnolent sont protégés par un groupe de veilleurs. Ces derniers, alignés, forment un angle ouvert au fond duquel se tiennent les assoupis, jeunes et femelles en particulier. Une fois leur quart de veille accompli, les vigiles iront se reposer quelques instants au fond de l'entonnoir, tandis qu'un congénère prendra le relais. S'allonger sur les herbes fraîches que la saison des pluies a reverdies est un privilège que l'on paye souvent de sa vie. Ne peuvent en profiter brièvement que ceux dont l'organisation sociale compense la vulnérabilité individuelle. En un clin d'œil, un bruit a dispersé le bel agencement des impalas ensommeillés. Non loin de là, des buffles demeurent placides. Eux aussi ont imaginé un moyen collectif de protéger leur repos. Ils somnolent en étoile, tête tournée vers l'extérieur et arrière-train au centre. Grâce à cela, aucun prédateur ne peut arriver sans être vu. En outre, les buffles organisent eux aussi des tours de garde. Parfois, le vigile de service ne peut arracher au sommeil celui qui doit le relever qu'en le secouant bien fort. La nuit est un écosystème. La température baisse, le vent tombe, les sons de la nature se font plus secs et plus vibrants. L'humidité de l'air se condense. La fraîcheur, qui les exalte moins que la chaleur, rend plus subtiles les odeurs qui dessinent une cartographie olfactive de la savane. Le paysage de la nuit ne ressemble en rien à celui du jour. Les animaux terrassiers, termites, pangolins ou oryctéropes, rendent de grands services à tous les hérons de la savane en leur offrant des abris abandonnés. Ce terrier abrita naguère une mangouste à queue blanche. Un ratel s'en est à présent proclamé propriétaire. Plus exigeant que la locataire précédente, il l'aménage à sa manière. Le ratel est un cousin du blaireau européen. Il est strictement nocturne et très difficile à observer. Le ratel ne dort jamais 2 fois au même endroit et il peut parcourir d'un terrier à un autre près de 40 km en une seule nuit. Un rongeur a malencontreusement laissé une trace odorante sur le chemin du ratel. Le ratel s'en empare et le laisse échapper. La proie en profite pour se cacher dans le trou le plus proche, le terrier de son agresseur. Le carnassier s'enfonce à son tour. La caméra thermique rend visible le drame ordinaire qui se déroule sous terre. Revenu à la surface avec sa proie, le ratel la laisse échapper. L'escapade du rongeur ne durera pas. L'assassin voulait juste jouer. Des brumes qui s'effilochent, un tapis d'herbe frissonnant, une vague sonore qui enfle, cela s'appelle le matin. Les babouins se réveillent mis en appétit par le jeûne nocturne, de même que l'aigle pêcheur et le martin pêcheur qui s'approvisionnent en poissons à la Sabi Sand River. Les hippopotames n'attendront pas les premiers rayons du soleil pour revenir à leur mare. Un mystérieux signal leur a indiqué que le temps était venu de rebrousser chemin.
Ils ont en commun avec les babouins et tous les autres mammifères une glande située près de leur cerveau, l'épiphyse, ou glande pinéale. Cette glande libère, selon la quantité de lumière qui atteint le nerf optique, des quantités variables de mélatonine, hormone régulatrice des rythmes biologiques. Quand vient le soir, la glande en sécrète de plus grandes quantités, ce qui prédispose au sommeil. Le matin, les sécrétions deviennent moindres, ce qui provoque l'éveil. Les hippopotames quittent et regagnent toujours leur mare par le même chemin. Partis tous ensemble, en file indienne, ils reviennent un par un comme s'il leur fallait se réhabituer à l'idée de côtoyer leurs congénères. Leur peau très fine est dépourvue de glandes de sudation, ce qui provoque un risque de déshydratation fulgurante. Les hippopotames courent également des risques d'insolation, c'est pourquoi leur période d'activité se limite à la nuit. À la fourche d'un arbre, un léopard s'endort. Non loin de lui, le troupeau d'impala ne se soucie plus d'aligner des vigiles. C'est le jour, la vigilance devient permanente. Le léopard, voyant passer devant lui toutes ses proies qui semblent le narguer, se met en tête de chasser. En plein jour, contrairement à ses habitudes de prédateur nocturne. La tentative était vouée à un échec piteux. Renonçant à ses espoirs, le léopard retourne vers la branche où il dormira toute la journée. La nuit, royaume du léopard, rend aussi le termite audacieux. Les termites font partie de ces animaux Dracula que rien ne protège de l'ardeur du soleil. Comme les autres insectes, ils n'ont ni derme ni épiderme, mais une enveloppe de chitine, matière dure qui tient lieu de squelette extérieur. Chez les termites, cette enveloppe est translucide, dépourvue de toute pigmentation. Il en résulte que les rayons du soleil pourraient atteindre directement les organes internes. Seuls les soldats, à la tête orange, disposent d'une protection solaire, car ils peuvent être amenés à intervenir à l'extérieur de la colonie, en plein jour, pour la protéger. Les jours ont passé. De la lune, il ne reste qu'un croissant trop mince pour que sa lueur fasse envie aux étoiles. Une grenouille arboricole africaine, de mœurs strictement nocturnes, arbore une teinte blafarde. Elle fait partie, comme les termites, des animaux photosensibles, que la lumière peut blesser. Le scorpion plat lithophile, dont le nom indique qu'il vit sous les pierres, n'aime pas que d'autres fréquentent son territoire sans autorisation. Pour mieux identifier les intrus, même en pleine nuit, on pense que la nature l'a doté d'un système de perception des rayonnements ultraviolets, tels que les reflète le corps de ses congénères. Une sorte de vision très spécialisée, en somme, dont ces images, filmées en lumière ultraviolette, donnent une idée assez précise. Il s'agit d'un scorpion inoffensif. La nuit le protège de la voracité des oiseaux. Ce soir-là, on pourrait croire taries les dernières sources de lumière de l'univers. Même le galago et la mangouste à queue blanche, qu'on avait vus si habiles au cœur de la pénombre, sont désorientés. Quand la nuit est vraiment noire, et malgré ses grands yeux, le galago n'ose plus sauter de branche en branche.
et la chouette demeure immobile, soudain aveugle, soudain infirme. Quand la nuit est noire, les Lycaons abandonnent la partie. Ils ne pourraient même pas distinguer une proie qui passerait près d'eux. Pas question cette nuit de chasser des fantômes. Depuis plusieurs semaines, chaque soir à la même heure, des ballons reconstituant la lumière lunaire ont été allumés autour d'une zone boueuse que fréquentent les animaux les plus discrets de la région. Des caméras haute définition automatiques ont été mises en place. Normalement, les potamochères ne sortent qu'à la nuit noire. Cependant, le dérèglement apparent du rythme lunaire les a contraints à braver la blancheur paradoxale de la nuit. Les potamochères illustrent les raisons pour lesquelles certaines espèces ont adopté un mode de vie nocturne. Fuyant leurs prédateurs, en effet, des animaux se réfugièrent dans la nuit. De génération en génération, leurs fonctions s'adaptèrent. Cependant, l'évolution des prédateurs suivit un chemin parallèle. Dans une sorte de course à l'adaptation, ces derniers retrouvèrent leurs adversaires là où ils s'étaient enfuis, au cœur de la nuit. Il a suffi que le pied d'un caracal se pose sur le coton des herbes pour faire détaler d'un seul coup toute la tribu des potamochères. Une hyène brune s'éveille. De toutes les hyènes, tachetée, rayée ou brune, elle est la plus exclusivement nocturne. Un hippopotame retardataire choisit ce moment pour sortir de l'eau et rejoindre les prairies. La hyène brune bénéficie d'une capacité auditive hors norme, mais son odorat, plus remarquable encore, lui sert de boussole dans l'opacité de la nuit. Elle peut reconnaître à coup sûr une odeur de carcasse à 14 km de distance et remonter la piste olfactive sans un instant d'hésitation sur la direction à suivre. L'hippopotame s'immobilise un instant sous la faible lueur des astres, la seule qui ne puisse abîmer ni sa peau, ni ses yeux. Quand elle entend l'appel d'un lion amoureux ou territorial, la hyène retient son souffle. Les deux espèces sont ennemies depuis que la savane existe. Le cri du lion peut signifier qu'il y a quelque part des lionceaux délaissés par leurs parents. Il serait doux de les tuer d'un coup de dent. Réflexion faite, la charognarde préférera suivre d'autres pistes, car ses gènes se souviennent que les lions, parfois, lacèrent le corps de ses semblables. Dans un terrier qui fut jadis celui d'une mangouste, puis d'un ratel, s'est glissée cette nuit une créature étrange dont la caméra thermique peine à suggérer les formes. Écailleux comme un reptile, le pangolin est en réalité un mammifère nocturne et discret. Quand il s'agit de partir en expédition à la recherche de fourmis, termites et autres insectes qui forment son régime, le pangolin déroule un long corps sinueux. Mais quand un danger se présente, ici un lionceau d'une année qui explore le monde, il se prépare à changer d'apparence. Roulé en boule, l'animal oppose au monde extérieur la muraille de ses écailles au rebord acéré.
lionceau, peu aguerri, peine à ouvrir la cuirasse. C'est le cri d'une chouette effraie qui a distrait de sa tâche le lionceau malhabile. La chouette effraie a des yeux noirs, signe d'une parfaite adaptation visuelle au monde nocturne. Elle n'y voit qu'en noir et blanc, mais avec une acuité exceptionnelle. Le lionceau s'acharnera sous le couvert d'un arbre. Il ignore encore que la forteresse demeurera inexpugnable. La nuit sans lune a été favorable au léopard. Il s'agit à présent pour lui de hisser en haut d'un arbre une carcasse 2 à 3 fois plus lourde que lui. Pour l'alléger, il l'a préalablement éventrée. Les tripes éparpillées sur le sol ont déjà attiré une hyène venue du fond de la nuit. D'autres hyènes arriveront bientôt, et avec elles tout le cortège des ombres qui viennent grappiller quelques miettes à la table des rois. Il faut hisser plus haut ce trésor que le monde convoite. Elle a marché longtemps, la hyène brune, avant d'arriver, en même temps que les premières pâleurs de l'aube, à une autre carcasse. Dans quelques instants, la hyène délimitera un territoire en urinant autour de sa trouvaille. Il est 6 heures du matin, bientôt elle s'enfouira dans un terrier où elle trouvera le sommeil. Tendue, vibrante et vénéneuse, ainsi avance la nuit, traversée d'ombres et de lumières, dans la grande plaine de l'Andolosie. Bientôt le soleil brillera de nouveau, et la terre renaîtra dans les couleurs du jour. La grenouille arboricole ne peut tolérer ni la lumière ni la chaleur. D'autres amphibiens passent la journée enterrés. Elle préfère sécréter autour d'elle un mucus blanchâtre comme une enveloppe plastique, qui lui servira d'écran total. À l'inverse, le retour des couleurs sert de signal à la troupe des lycaons. Ils ont survécu à la nuit, comme la hyène brune qui en d'autres temps fut presque exterminée en Afrique du Sud, comme le pangolin qu'un lion voulait croquer, comme le ratel ou la mangouste. D'autres ont péri, ils croyaient que la nuit serait leur refuge, elle leur tendait un piège. Les animaux du jour reviennent au devant de la scène. Demain, une lune nouvelle glissera sur le velours du ciel. Il n'existe aucune partie de l'univers que n'atteigne au moins la lueur d'une étoile. Contrairement aux apparences, la nuit n'est jamais noire.